Bonjour Renaud Crespin. Bonjour. Vous êtes sociologue, vous êtes chargé de recherche au CNRS, plus précisément au Centre de sociologie des organisations de Sciences Po Paris. Votre sujet, il est assez original, c'est l'usage de substances psychoactives dans un monde professionnel en entreprise. Vous avez d'ailleurs publié Se doper pour travailler aux éditions RS. Vous avez dirigé la rédaction de cet ouvrage qui a été publié dans la collection Clinique du travail. Alors d'abord, cette première question, elle est incontournable. De quoi parle-t-on quand on parle de substances psychoactives dans un monde professionnel? On parle du café, de la vitamine C, ou alors est-ce qu'on parle de choses nettement moins légales, on va dire? Alors, on parle un peu de tout ça. C'est-à-dire qu'un des objectifs du travail que l'on a mené, et qui était au cœur du livre, c'était de se déprendre d'une conception des produits psychoactifs au travail qui faisait la part belle entre d'un côté les produits légaux et de l'autre côté les produits illégaux. Nous avons, nous, considéré qu'il fallait suspendre cette distinction dans la mesure où, à partir des enquêtes que nous avions menées auprès des salariés, il s'avérait que les salariés utilisaient indifféremment dans le cadre du travail des produits parfois légaux et des produits parfois illégaux. L'objectif plusieurs fonctions pouvaient être dégagées des usages de ces produits, mais en tous les cas, ils servaient tous ces produits. Alors ça peut être bien sûr le café, ça peut être aussi, vous l'avez dit, les vitamines C ou ce type de choses-là, mais ça peut être aussi des produits beaucoup plus forts, comme par exemple la cocaïne, comme le cannabis, comme l'alcool, comme bien sûr le tabac, la nicotine, mais aussi comme des médicaments légaux, sur prescription, qui servent à se tenir et tenir à son travail. Alors quel est l'état des lieux que vous dressez à l'issue de ces enquêtes auprès de salariés? Et j'aimerais en savoir un petit peu plus sur les manières dont le sociologue que vous êtes travaille sur ce sujet. Comment est-ce qu'il mène ces enquêtes? Est-ce qu'il mène des expériences? Est-ce qu'il y a des biais déclaratifs? Alors c'est beaucoup de questions. Beaucoup de questions. On va revenir sur l'état des lieux. Alors l'idée, si vous voulez, il est très difficile de faire un état des lieux de la question, au sens où, si on veut dire que cet état des lieux-là consisterait à avancer des mesures chiffrées, enfin des quantifications, des pourcentages, tel pourcentage de salariés consommerait les produits, tel autre non, etc. Pourquoi c'est très compliqué à avoir ce type de chiffrage ou de ce type de mesure? Parce que ces pratiques restent largement cachées ou invisibilisées dans le cadre du travail. Il est très difficile d'aller dans une entreprise et d'aller demander s'il est possible de faire une enquête sur les pratiques de consommation des salariés. Les entreprises n'ont pas intérêt à faire cela. C'est pourquoi on s'interroge sur vos manières de travailler. Alors les manières de travailler, elles sont relativement simples, elles sont assez simples au sens où il s'agissait en fait pour nous d'aller voir un salarié et de fonctionner sur un modèle de boule de neige. C'est-à-dire nous avons repéré un certain nombre de salariés qui au départ, pour tout un nombre de raisons, étaient d'accord pour nous parler, et puis nous avons demandé s'il était possible de rencontrer d'autres gens dans leur environnement professionnel ou proche qui avaient des pratiques analogues. Et nous avons été très surpris non seulement de la facilité de rencontrer ces gens-là, parce que peut-être nous n'étions pas dans une logique de jugement, loin de là. Le sociologue n'est pas là pour juger les pratiques, il essaye de les comprendre. Et ce phénomène nous a amené à rencontrer, à interviewer dans le cadre des enquêtes que nous avons menées, une soixantaine de salariés, appartenant à des champs d'activités extrêmement différents, des métiers très différents, des contextes de travail très différents. Voilà. Quelles sont les conséquences de cet usage de substances psychoactives sur la performance des salariés et donc sur la performance de l'entreprise in fine? Alors la question est ici tout à fait différente, puisque le sociologue ne se pose pas la question de la performance. Il se pose plus généralement la question des usages et des fonctions que peuvent recouvrir ces usages pour les salariés. Et à ce titre-là, à partir des entretiens que nous avons menés, nous avons pu repérer un certain nombre de fonctions, c'est-à-dire à quoi servent ces produits dans le cadre d'une activité salariée. Alors, une des premières fonctions, c'est une fonction qui consiste à s'anesthésier, c'est-à-dire à ne plus penser, par exemple, à son travail, pour des raisons qui sont liées au fait qu'ils sont répétitifs, que les gens peuvent s'ennuyer au travail, ou que les tâches, effectivement, étant peu intéressantes ou ne remplissant pas d'intérêt particulier pour les gens qui travaillent, eh bien, les individus peuvent prendre des produits pour ne pas penser et pour lever un peu les affects qui pourraient les toucher et les faire souffrir au travail. On a une deuxième fonction qui est une fonction qui est plutôt de l'ordre de la stimulation. Il s'agit alors effectivement, on rentre dans cette idée de dopage, de se désinhiber, d'y aller. Des formes aussi d'euphorisation qui sont permises par un certain nombre de produits. Une troisième fonction des produits, qu'ils soient légaux ou illégaux, ce sont des fonctions de récupération. Les gens consomment des produits pour récupérer soit pendant le temps de travail, faire une pause. La cigarette par exemple est un exemple. Les gens qui fument une cigarette
voilà, font une pause dans leur travail, mais aussi d'autres produits, légaux comme illégaux, qui permettent, à la suite d'une journée de travail particulièrement intense, eh bien, de décompresser. L'alcool peut avoir ces fonctions-là, le cannabis peut avoir cette fonction-là. On pense aussi, bien sûr, à des médicaments qui permettent de trouver le sommeil. Voilà. Bon. Et puis, il y a une quatrième fonction qui est une fonction beaucoup plus intégratrice pour les individus au travail. Il s'agit alors, par l'usage de produits, de s'insérer dans des milieux de travail, notamment quand on arrive dans un nouveau travail, ou alors d'entretenir des liens professionnels liés, par exemple, à une culture professionnelle particulière. Voilà. Alors, vous avez cité bon nombre de produits qui ne sont pas sans conséquences en matière de santé. On peut aussi imaginer qu'il y a des accidents du travail qui sont liés à l'usage de ces produits. Il faut lutter contre ce phénomène. Comment est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est un véritable problème, cette question-là, parce que nous avons été, nous, très intéressés par les approches qui, justement, pensent les usages de produits forcément en termes de faute et de risques pour l'entreprise, notamment en risque d'absentéisme, risque d'accident du travail, risque de baisse de la performance. Or, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il n'y avait pas d'études, ou des études extrêmement fragmentaires, des études partielles portant sur des petites périodes de temps, sur des entreprises très particulières, et que donc, à part pour l'alcool, il n'existe pas de relation documentée entre une quantité de produits et des baisses de performance. Qu'est-ce qui ressort des travaux sur l'alcool, au passage? Sur l'alcool, ça dépend des secteurs, ça dépend des quantités de produits, ça dépend des cultures professionnelles, etc. On se rend compte, par exemple, que dans certains secteurs, comme le secteur du bâtiment, ou les très beaux travaux de Castelin sur les dockers du Havre, eh bien que ces produits, le produit comme l'alcool, sert à la fois à continuer le travail, dans des conditions de travail extrêmement difficiles, dans le froid. Vous savez, après 50 ans, les carreleurs, par exemple, ils ont mal aux genoux. Boire un coup, parfois, en fin de matinée, parce qu'ils se sont levés à 5 heures du matin, permet d'avoir moins mal aux genoux. Et aussi, ça permet d'entretenir des collectifs de travail, une entraide au travail. Moi, je me rappelle d'un directeur de chantier qui me disait moi, je fais mes réunions de sécurité autour d'un pot. Oui. C'est la seule façon d'avoir l'ensemble des salariés qui en là et qui écoutent. Voilà. Donc, voilà ce paradoxe-là. Vous me posiez la question justement sur les manières de lutter contre le phénomène lorsque il devient problématique en matière de santé. Alors, vous savez, dans le cadre du travail, dans le cadre des entreprises, la plupart du temps, lorsque le travail est fait, les entreprises ferment les yeux. Oui. Ce sont les usages très problématiques de produits à partir du moment où il y a des désorganisations des collectifs de travail, où on voit bien qu'un salarié est en perdition, que le travail n'est plus fait, que là, la question se pose. Alors, il y a plusieurs façons de lutter contre ce phénomène-là, en tout cas de le prendre en charge. Une des premières façons, ce serait le dépistage, qui aujourd'hui est très à la mode et très tendance, qui a longtemps été encadré par des règles juridiques un peu floues et qui aujourd'hui, du fait d'une récente décision du Conseil d'État, permet aujourd'hui donc aux supérieurs hiérarchiques, sans passer par la médecine du travail, de dépister les salariés sur leur lieu de travail. Alors cette logique-là, elle est plutôt dans une logique de la faute. On individualise d'abord ces consommations, ce qui fait qu'on occulte le fait que certaines formes de travail, certaines conditions de travail puissent amener les salariés à consommer des produits. Alors, sinon, il y a une autre façon de faire, c'est peut-être de rentrer dans une approche un peu plus compréhensive de ces consommations et avoir des interventions qui essayent de prendre en compte la complexité des interrelations entre les consommations de produits et le travail. Il y a par exemple des façons d'intervenir, je pense aux interventions brèves, aux interventions qui permettent dans les entreprises d'associer à la fois le management, les représentants syndicaux, les représentants de salariés à une démarche de prévention concertée avec les salariés. Eh bien, merci beaucoup Renaud Crespin de nous avoir éclairé. On en sait un petit peu plus sur ce sujet, je le disais en introduction, relativement méconnu. Je rappelle la publication de votre livre pour ceux qui veulent en savoir plus, Se doper pour travailler aux éditions RS dans la collection Clinique du travail. Merci encore. Merci à vous.